Bonjour à tous, Simon Cardon, je suis le fondateur de Green IT Impact et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le pourquoi du comment nous avons créé Green IT Impact. Alors, c'est vrai que oui, nous allons parler de numérique responsable sur YouTube. Alors YouTube, c'est très connu, ça consomme de l'énergie, un peu comme effectivement expliquer comment économiser de l'essence avec le moteur allumé. Mais justement, si on veut que ça change, il faut en parler là où les gens sont. Donc c'est le canal de communication que nous avons choisi, pour pouvoir venir vulgariser et démocratiser le numérique responsable au sens le plus large possible. Donc notre objectif, c'est vraiment d'expliquer comment le numérique impacte réellement ce monde, pourquoi il faut s'en préoccuper dès maintenant et comment vous pouvez agir sans vivre en mode avion 24 heures sur 24. Non, loin de là. Le numérique responsable, c'est avant tout une philosophie, c'est avant tout une approche qui permet d'avancer sur un numérique qui est plus utile, plus souverain, plus éthique, plus écologique, mais aussi plus robuste, plus résilient et donc plus performant. Et c'est ça qui est justement aussi très intéressant, c'est que finalement on se rend compte que le numérique responsable, ça peut intéresser absolument tout le monde. Et in fine, ça permet même de faire des économies pour les collectivités et les entreprises. Pour revenir justement aux impacts du numérique, aujourd'hui, il faut considérer que le numérique a tout un panel d'impacts. Ici, on va parler de l'énergie. Donc le numérique mobilise entre 5 et 10% de production d'électricité dans le monde. On arrive même sur du 15-20% avec l'essor de l'IA. En termes de consommation d'eau, la consommation donc, des géants de la tech, notamment aux États-Unis, a augmenté de plus de 60% depuis 2020 et bien au-delà sur les 2 dernières années, 2024-2025. En termes de métaux, donc le numérique consomme à peu près 2/3 des métaux connus sur Terre. Et puis au niveau des mines, forcément ces métaux, il faut aller les chercher quelque part. Et on sait que la concentration des minerais diminue du fait de l'épuisement des mines les plus concentrées. De quoi parlons-nous exactement quand on parle du numérique? C'est vrai que vous pensez, et on pense tous aux smartphones, aux ordinateurs et tout ce qu'il y a derrière, des Netflix, etc. C'est ce qu'on appelle des services numériques et la boîte mail forcément. Et en fait, derrière tout ça, il y a 3 sources de pollution principales. Première, ce sont les machines, donc tout ce qui est lié vraiment c'est ce qu'on appelle les devices, les appareils qui nous permettent d'exploiter justement Internet et le numérique au sens le plus large possible en tant que citoyen. Puis on retrouve les data centers. Les data centers, c'est ce qu'on appelle aussi le cloud, ce sont des gros bâtiments remplis de serveurs qui stockent et traitent nos données. Puis on a les infrastructures réseau. Ce sont les câbles sous-marins, les antennes, on parle souvent de la 5G, de la 4G, etc. La box Internet, on en a toutes et toutes, une chez nous. Et tout ça, forcément, ça consomme énormément d'électricité, mais surtout des ressources de toute nature. En tout cas, de nature très disparate et en même temps très conséquente. Et on appelle ça les ressources finalement informatiques, dans lesquelles on va retrouver les ressources abiotiques, les ressources fossiles, etc., etc. Bref, appelez ça les ressources informatiques qui sont nécessaires pour faire fonctionner une application, par exemple. On a plus de 1,2 million de câbles de fibre optique sous-marins qui relient entre elles les différentes parties du monde et assurent la connexion à Internet. Globalement, pour se connecter à Internet, à aujourd'hui, c'est vrai qu'on se connecte à des solutions américaines toute la journée, de LinkedIn, Instagram, etc., etc., donc pour les réseaux sociaux, mais aussi pour les logiciels plutôt entreprises. Il faut savoir qu'en moyenne, la donnée, elle effectue 15 000 km. C'est-à-dire que quand on clique, on fait quelque chose, elle s'en va souvent aux États-Unis et elle revient. Majorité, c'est ça. Et cette connexion Internet, elle se fait soit via des câbles souterrains, soit via des connexions satellitaires avec différents services, dont certains américains. On a aussi un super service de connexion par satellite en France. Et effectivement, alors, ce qui se passe à travers nos appareils électroniques, c'est que on les utilise, on les consomme, et à la fin, donc on les a fabriqués, on les a achetés, donc il y a une phase de commercialisation, on les a utilisés, et à la fin, il y a
la fin de vie. Il peut y avoir effectivement des fois du recyclage, mais c'est une toute petite partie. La grande partie de nos appareils finissent finalement dans des décharges, et notamment dans des décharges africaines. Quelques chiffres, à l'horizon 2030, la consommation électrique mondiale des centres de données pourrait atteindre jusque 1500 TWh par an. C'est un peu plus que la consommation électrique annuelle de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni réunis. Donc 3 pays, juste pour faire fonctionner des data centers. Il faut savoir que cette consommation électrique des data centers, ce n'est qu'une partie, parce que finalement, on consomme énormément d'électricité à travers nos appareils, notre smartphone, notre ordinateur, etc. Et de plus en plus aussi, forcément, les voitures. Alors, est-ce qu'une voiture, c'est réellement une voiture? Ou est-ce que ça devient de plus en plus un ordinateur? Est-ce qu'on ne peut pas le classer dans le champ du numérique? Alors si ça vous parle pas, c'est comme si on disait au système électrique mondial, vous voyez déjà tout ce que vous fournissez, on va rajouter un gros paquet juste pour les data centers. Et dans cette explosion, l'IA prend une place de plus en plus énorme. En 2025, environ 15% de la consommation des data centers. En 2030, au moins 35%. Il faut savoir que ça va même aller bien au-delà, étant donné qu'il y a des data centers qui sont 100% dédiés à de l'IA, c'est-à-dire que c'est des data centers qui ont une particularité, c'est qu'ils hébergent des baies avec des serveurs, avec ce qu'on appelle des GPU. C'est pas des CPU que vous connaissez peut-être. Bref, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant. Et donc, ça consomme entre 20 et 40 fois plus d'électricité par baie, donc par étagère de serveur. Hop, la suite. La trajectoire actuelle, c'est de perdre 9% par an, ce sont les émissions de gaz à effet de serre des centres de données, sauf que notre objectif climatique, lui, c'est moins 5% par an, ce qu'il faudrait donc pour tenir les objectifs. Donc en fait, on est littéralement en train d'appuyer sur l'accélérateur, c'est ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale. Quand la France est plutôt, entre guillemets, bon élève là-dedans, c'est que nos émissions sont plutôt stagnante, mais à l'échelle mondiale, on est en train encore de complètement tout exploser, alors que depuis l'accord de Paris de 2015, on est censé diviser par X nos émissions tous les ans, et on en est très très loin. Il me semble que c'était de réduire 5% par an. En Europe, la consommation électrique des data centers, elle a été multipliée par 2 entre 2023. Elle va être multipliée par 2 donc entre 2023 et 2030 et x4 entre 2023 et 2035 si on ne change pas cette trajectoire. Et c'est un peu ça le problème. Et là, on parle que de la partie consommation énergétique des data centers. Ici, les data centers consomment déjà plus de 20% de l'électricité du pays. On parle de l'Irlande. Donc, les serveurs consomment plus que les logements urbains. Il faut savoir que l'Irlande accueille énormément d'entreprises dans la tech. Et aux États-Unis, globalement, la réponse, c'est de se dire qu'on va brûler du gaz fossile pour alimenter les data centers. En fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que nous, en France, par exemple, notre électricité est produite à base de nucléaire, principalement, une large majorité. Ensuite, on a du renouvelable, et puis des fois un petit peu de charbon, etc. On a encore du charbon, ça peut arriver. Mais aux États-Unis, en fait, ils ont du charbon, mais ils brûlent aussi du pétrole, des énergies fossiles pour produire de l'électricité parce qu'ils ont très peu de nucléaire. Et donc, ils ont un mix énergétique énorme. Il est quasiment de 400 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure. Et en France, on est à peu près à 350. Donc, c'est pas du tout le même ratio. C'est-à-dire que quand on branche quelque chose à la prise, on pollue plus que 10 fois plus à l'usage quand on est du côté des États-Unis. C'est un peu ça le piège. C'est de croire que le numérique, c'est juste parler d'électricité. Mais non, en fait, le numérique repose aussi sur des matières premières. Par exemple, le cobalt, le lithium, qu'on retrouve dans les batteries, les terres rares, le cuivre et bien d'autres. Et ces matières-là, elles ne tombent pas du ciel, on les retrouve dans la terre, dans la croûte terrestre. Le cobalt, c'est une large partie qui vient des mines de République démocratique du Congo, où il y a des conflits armés, il y a des enfants qui travaillent dans les mines. Alors, il faut savoir que dans le cobalt, par exemple, ce sont des toutes petites mines, il faut des humains de petite taille. Des humains de petite taille, ce sont des enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a entre 40 et 100 000 enfants en Afrique qui travaillent dans ce type de mine. Ça veut dire que derrière chacun de nos appareils électroniques, dont celui-là avec lequel je suis en train de filmer, il y a forcément des enfants qui ont travaillé. Et récemment, effectivement, il y a eu un incident dans une mine et il y a eu 32 morts, et c'est qu'un incident parmi d'autres, parce qu'on ne médiatise pas ce genre d'événement sur l'Europe. Donc, derrière nos appareils high-tech, il y a des conditions de travail dangereuses, des conflits
géopolitiques et des risques de pénurie. Pour revenir un petit peu sur ces conflits géopolitiques, on peut le voir dans notre quotidien finalement. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des mines se trouvent en Afrique. Elles sont détenues par des entreprises chinoises et elles sont gardées par des milices russes comme la milice Wagner. À l'échelle internationale, ce qu'on est en train de voir comme conflit en train de, de s'élever dans le monde, on a des problèmes entre les États-Unis et le Venezuela, avec l'Ukraine, le Groenland où il y a certaines tensions. Ce sont à chaque fois des pays qui regorgent de minerais. Par exemple, en Ukraine, c'est le pays européen dans lequel il y a le plus de minerais utiles pour le numérique, 21 sur 30 à peu près, les plus connus. Et donc, pour aller un petit peu plus loin là-dedans, effectivement, les décharges, alors ça c'est encore un autre problème, et c'est finalement l'Afrique qui paye encore cette partie-là, mais c'est que quand on utilise, nous, nos appareils, en fin de vie, soit ils sont donnés, par exemple, à des associations où ils sont reconditionnés, réutilisés, mais à un moment donné, on peut plus les utiliser, dans tous les cas, on peut plus les reconditionner, on essaye de les recycler, mais c'est une part complètement infime qui est recyclée. Et le reste, ça s'en va où? Bah, souvent dans des décharges. Et les décharges faciles, c'est des décharges qui se trouvent en Afrique, notamment au Ghana, par exemple, où on a des décharges à ciel ouvert. C'est assez monstrueux, ça pollue toutes les terres aux alentours, et c'est extrêmement nocif pour la population aux alentours. Et donc, comme évoqué juste avant, effectivement, le numérique est à l'origine de tensions politiques et de conflits armés. On parle beaucoup de l'Afrique, je viens de le faire, mais il n'y a pas que l'Afrique. Pourquoi on rajoute des vidéos sur YouTube? Et là, forcément, c'est ce que vous allez nous dire. Si le numérique consomme autant, pourquoi vous venez spammer YouTube avec autre chose que des vidéos de chats, même si on aime les chats? Et la réponse, c'est très simple, c'est parce qu'on a besoin d'en parler. On a besoin d'évangéliser, de démocratiser, de partager de l'information sur les enjeux autour du numérique et dont la réponse est le numérique responsable. Et dans le numérique responsable, c'est très vaste puisqu'on parle de différentes thématiques que j'ai abordées en introduction. Mais tant qu'on ne comprend pas où ça consomme, pourquoi ça consomme et ce qu'on peut changer, on continue comme si de rien n'était. Et c'est ça le vrai problème. Donc l'idée de Green IT Impact, c'est d'apporter de la pédagogie, de démocratiser le numérique responsable et de donner des pistes concrètes avec des solutions, des bonnes pratiques, des alternatives. Et on assume aujourd'hui ce paradoxe. On utilise une plateforme énergivore pour aider à mieux utiliser le numérique. Donc on est sur YouTube pour vous apporter de l'information et pour comprendre à quel point c'est important peut-être justement de quitter ou pas YouTube. Voilà, c'est un juste milieu à trouver. Petite anecdote, mais globalement YouTube est effectivement extrêmement énergivore et c'est une plateforme qui pollue, mais c'est aussi une plateforme qui apprend énormément de choses à énormément de gens sur la planète. Et donc, il faut réussir à placer le curseur. C'est un peu la différence. Et ça, on le verra justement dans nos vidéos YouTube, d'expliquer comment le numérique responsable répond à ça. C'est quoi exactement le numérique responsable? Ce n'est pas juste baisser la lumière de ton écran et supprimer 3 mails. Une approche qui est beaucoup plus holistique. Et elle consiste notamment à mesurer, donc connaître les impacts réels d'un service numérique, mais aussi d'un système d'information, c'est-à-dire un parc informatique. Ça permet d'avoir une réflexion sur comment réduire, optimiser ce qui peut l'être, supprimer ce qui peut être inutile, éviter les surenchères de fonctionnalités. Bref, on va parler d'éco-conception, par exemple, de services numériques. Puis, réorienter, c'est-à-dire choisir des technologies, des architectures et des usages qui ont du sens. On va pouvoir parler de frugalité, de résilience, de robustesse, voire même d'efficience finalement. Ça s'intègre aussi dans cette logique de numérique responsable. Et puis anticiper, se demander ce choix-là, dans 5 ou 10 ans, est-ce qu'il tient la route niveau environnement et ressources à utiliser? Donc vraiment une forme de projection, de prospective sur quel numérique voulons-nous vraiment. Et c'est ce que vous allez retrouver du coup sur cette chaîne et nous sommes ravis d'être là justement pour venir apporter ce type d'informations. Vous aurez des explications claires sur des sujets techniques, les data centers, les intelligences artificielles, le cloud, le streaming. On va essayer, voilà, sans jargon inutile, on va essayer d'être le plus compréhensible possible. On va donner des exemples concrets, comment repenser un site, une app, un service pour réduire son impact, on en a beaucoup. Des exemples qui vont vers quelque chose de beaucoup plus vertueux, qui réduisent des fois
par 10, par 100 l'impact environnemental sans du tout, voire même optimiser complètement la performance web technique du service numérique. Des retours d'expérience qui marchent, ce qui marche moins, les galères du terrain, finalement simplement parler de ce que nous connaissons, de ce que nous avons expérimenté. Je dirige aussi GreenWeb par exemple qui fait énormément de R&D dans le domaine du numérique, dans l'éco-conception. Et puis les pistes d'action pour vous en tant qu'utilisateur et en tant que professionnel, qu'est-ce que vous pouvez faire, par quoi commencer? Et donc, par exemple, des pistes d'action, vous, en tant qu'utilisateur, comment consommer le numérique avec un peu plus de conscience? Alors, on ne va pas que parler d'impact environnemental, il faut parler aussi de l'éthique autour du numérique. Par exemple, de l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation de TikTok pour les jeunes. Quel impact, quelles conséquences? Les conséquences, elles sont énormes. Ce sont des conséquences qui sont sociétales, elles sont psychologiques, elles sont sociales, elles sont économiques, elles sont philosophiques. C'est très très vaste et nous aurons l'occasion d'évoquer un petit peu toutes ces thématiques, toutes ces topics. Et pour vous en tant que pro, l'idée c'est de voir comment s'engager dans une démarche plus vertueuse, comment concevoir, développer, piloter des projets plus sobres et plus transparents, plus éthiques et surtout plus efficients. Il faut surtout avoir ça en tête, c'est qu'on va vraiment chercher de l'efficience. L'idée, ce n'est pas de vous culpabiliser parce que vous regardez des vidéos, puisque là, le but, c'est vraiment justement d'apprendre, nous, de vous transmettre un savoir, de l'information pour que vous puissiez vous sensibiliser et puis derrière faire des actions qui vont dans le sens qu'on souhaite finalement à travers tout ça. Donc aller chercher quelque chose de plus vertueux. Mais c'est surtout sur la façon dont on conçoit les services, dont on les vend et dont on fait grossir parfois sans raison certains services. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est vous former, comprendre évidemment les enjeux. C'est vraiment le plus important, c'est de mettre un premier orteil dans la thématique, puis de poser des questions dans votre entreprise, dans vos projets, plutôt perso ou pro, mais aussi dans des institutions qui sont plus publiques par exemple. Et petit à petit, changer certaines habitudes. Moins de surenchère, plus de est-ce vraiment utile? Donc ensemble, on peut faire bouger les choses et c'est la raison d'être de cette chaîne. Nous sommes ravis de vous accueillir parce que nous sommes toute une équipe et on vous donne rendez-vous finalement à travers les prochains épisodes. En attendant, je vous dis merci et vivement la suite. Bel après-midi à vous.